Donc on a 4 personnes, mais 3 actrices, on va dire. Donc il y a la chaire Tex Care représentée à ma gauche par Maud Herbert et Isabelle Robert, qui est une chaire de l'Université de Lille. Et elles présenteront au premier tour le contexte de naissance en 2019, si je ne m'abuse. À droite, Agathe Mauviel, qui est pilote des opérations Hauts-de-France du Fashion Green Hub, donc c'est bien ça, et qui est une association d'entreprises qui est née à Roubaix, qui maintenant est sur le territoire national, enfin en tout cas qui opère à l'échelle nationale, sur la question de mise en œuvre d'une mode durable, juste, équitable, et voilà, on en saura plus. Et Marine Sport, qui nous vient de Bruxelles, qui est en toute fin de thèse. Le manuscrit est rédigé sur la question de la mode circulaire et des consommateurs et de leur spatialisation. Donc voilà, on verra aussi ce que ça veut dire. Donc pour le premier tour, on va présenter chacune des initiatives. Je vous laisse prendre le... Merci Victoria. Juste un rapide remerciement à nos collègues de la chaire Métroforum de nous avoir conviés, et ça nous a permis de rencontrer Victoria Saxé et de préparer dans la bonne humeur cette table ronde. Donc merci. Donc un rapide petit mot juste sur la chaire Tex Care peut-être, qui est aussi effectivement une chaire de l'Université de Lille. Alors nous, on a été formellement constitué en 2022, mais en fait c'est un projet qui avait été soutenu par la région Hauts-de-France dès 2019. Alors c'est pas une chaire à l'américaine avec des gens qui portent des titres, c'est en fait une équipe pluridisciplinaire qui s'est constituée il y a vers 2015-2016. On s'est tous rencontrés dans le cadre d'un autre projet sur la pensée cycle de vie, et on s'est rendu compte qu'en mettant ensemble les compétences en fait des ingénieurs textiles de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles, plus connue sous le nom de ANSET, et puis d'un certain nombre de chercheurs de l'IAE de Lille, qui étaient plutôt spécialisés, on va dire, globalement en SHS, mais avec plutôt de la gestion, c'est-à-dire voilà, des chercheurs en sociologie de la consommation, en économie industrielle et écologique. Voilà, on avait en fait finalement deux facettes importantes du secteur de la mode qu'on pouvait étudier, qui étaient à la fois la production et la consommation. Et on l'a abordé d'abord d'ailleurs sous un angle de la transformation sociale, écologique et économique de ce secteur, qui est quand même une urgence et qui l'est de plus en plus. Alors on s'est relabellisé mode circulaire parce qu'effectivement, une des possibilités de faire changer profondément ce secteur, c'est la mode circulaire, et ça a été aussi ça a été mis en avant beaucoup par l'Europe à un moment, donc on s'est un peu engouffré aussi là-dedans. Alors pour résumer, on a une vingtaine de chercheurs dans cette chaire. Il y a à peu près la moitié d'ingénieurs textiles. Alors c'est ingénieurs des procédés, ingénieurs matières, et puis on a l'autre moitié avec des gestionnaires. Et puis de façon un peu plus périphérique, mais néanmoins importante, on travaille aussi avec des historiens, avec des juristes, avec des designers. Donc on essaie de couvrir la question de on va dire de la durabilité forte dans le secteur de la mode textile habillement, en France particulièrement, puisqu'on va travailler, privilégier en fait aussi des partenariats avec des entreprises, des institutions de toute taille sur en fait, le territoire français et le territoire des Hauts-de-France en particulier. Donc on connaît Fashion Green Hub depuis qu'il s'appelait Fashion Green Days, donc il y a très longtemps déjà. Et on est... voilà. Nord-Créa, oui, Nord-Créa, à ses débuts, exact. Voilà, donc on a comme ça créé aussi un peu de liens. Pour résumer nos trois grands axes de recherche, il y en a un qui s'appelle la mesure de la mode. Alors c'est très très vaste comme chantier, mais globalement, on a dans notre équipe des spécialistes de l'analyse du cycle de vie, évidemment, avec une approche enrichie de l'analyse du cycle de vie. Alors ça, vous en entendez beaucoup parler actuellement parce que c'est tout le débat autour de l'affichage environnemental. Mais il n'y a pas que ça. On réfléchit aussi, par exemple, à toute la mesure des performances. On a bien vu, ça a été bien dit au début, que en fait, on a aussi tout un système de pensée économique à réviser. Donc ça fait partie aussi de cet axe de recherche-là. On a un deuxième axe qui est sur l'accompagnement des business models circulaires de la mode, avec une approche plutôt tournée vers, on va dire, une approche circulaire élargie, vertueuse, avec une hiérarchie des R, où il va y avoir le recyclage qui est tout en bas de l'échelle, mais où globalement on s'intéresse aussi
aux entreprises qui refusent et qui révisent leur volume de production notamment. Voilà, donc on a là-dessus travaillé pas mal avec l'ADEME, notamment sur plusieurs business models circulaires alternatifs, dans une logique un peu de sobriété. Et un dernier pan qui est la culture de consommation de la mode. Alors ça, c'est aussi un vaste sujet. On parlait de changement de pratique, donc là on parle vraiment un peu plus de consommation. L'idée, c'est d'initier, d'accompagner et aussi de sécuriser toutes ces nouvelles, entre guillemets, parce qu'il y a aussi des pratiques ancestrales qui reviennent sous une forme un peu différente, mais en tout cas, de pouvoir les favoriser, de faire en sorte que les consommateurs, les gens, moi j'aime bien dire ça, soient inclus dans la pensée circulaire de ce nouveau secteur. Voilà, pour essayer d'aller vite, même si c'est un peu vaste. Merci. Et du coup, on va peut-être passer à Fashion Green Hub, donc Agathe, qui est ingénieure textile à l'origine et qui a eu une longue expérience en Chine, qui a travaillé chez Camaïeu et aujourd'hui qui est donc arrivée après une formation complémentaire sur les enjeux environnementaux et sociaux et notamment à l'économie à l'ESS, solidaire et sociale, je ne sais pas, sociale et solidaire. Et donc voilà, dans cette structure qui s'appelle Fashion Green Hub. Exactement. Donc effectivement, moi j'ai un parcours plutôt de production. Pour moi, quand je suis sortie d'école, le textile, ça se passait à l'étranger. Donc je suis partie à l'étranger. Et c'est fort de toute cette expérience que en fait, j'ai découvert les enjeux du Made in France. Et ça m'a juste confortée dans le fait qu'on avait énormément de compétences encore, énormément de besoins et énormément d'envie et qu'il fallait actionner des choses et les faire en tout cas autrement que ce qu'on pouvait faire justement avant. Et aussi se dire qu'il faut arrêter de vouloir être compétitif, il faut surtout vouloir faire les choses autrement avec les compétences et les savoir-faire de notre pays. Et ça, c'est important de se le dire. Et donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que j'ai rejoint Fashion Green Hub. Donc, il y a une association qui a été créée, c'est une initiative citoyenne. Donc, l'association a été créée par 3 personnes qui sont des anciens directeurs sourcing, directeurs achats de centrales de la région et qui, il y a 10 ans, faisaient le constat que les marques ne discutaient pas entre elles. Sous couvert de confidentialité, etc., les marques n'avaient pas le droit, les collaborateurs n'avaient pas le droit de discuter avec leurs homologues dans d'autres marques, etc. Et donc, c'est sur ce constat-là que s'est créée l'association, Nordcrea à la base, en disant, au sein de l'association, les marques pourront échanger sur les sujets environnementaux et sociaux sans parler de business, sans parler de stratégie, etc. Mais en tout cas, pouvoir parler des conditions de production et des manières dont les productions sont faites. Parce que toutes les marques travaillent dans les mêmes usines. À l'autre bout du monde ou proche, tout le monde travaille avec les mêmes ateliers, on se connaît tous. Donc bon, ça ne servait à rien de se dire qu'on ne discutait pas ensemble. Donc ça, c'est vraiment le fondement de base, c'est de dire qu'au sein de l'asso, on échange, et c'est des échanges et des rencontres qu'on crée des projets. Donc aujourd'hui, au sein de l'association, donc on a des groupes de travail interentreprises, donc on traite à peu près des mêmes thématiques que la chaire, heureusement. Donc mesurer la mode, quels sont les outils à dispo aujourd'hui, qu'est-ce qui convient à telle ou telle taille de structure, quels sont les besoins et les attentes. On a aussi tout un volet sur les nouveaux métiers de la mode. Donc on parle beaucoup d'upcycling, on en reparlera certainement après aussi. Qu'est-ce qui peut être un business model rentable dans l'upcycling? C'est extrêmement compliqué et on se rend compte aujourd'hui de pourquoi certaines marques n'y arrivent pas. Donc on essaye de décrypter tout ça. On a également des sujets autour de la seconde main, des sujets assez classiques. On a fini un groupe de travail qui a duré 2 ans autour de l'arrêt du plastique à usage unique dans la filière d'approvisionnement. Donc là, on avait plutôt travaillé sur les chaînes logistiques textiles. Donc c'était un peu un pas de côté, mais c'était très formateur. On a également un tiers-lieu à Roubaix qui est une manufacture de production. Donc on accompagne les plus petites entreprises au développement de leurs marques et de leurs produits à moindre coût. Donc ça, c'est sur le volet production. On anime un collectif d'ateliers de confection de l'ESS justement pour amener à travailler ensemble, pour répondre ensemble, soit des appels d'offres publics, soit des projets plus d'entreprise, mais très conséquents, etc. Et donc voilà, on essaye de monter ces collectifs et de les faire vivre.
On est également organisme de formation, donc on forme des personnes éloignées de l'emploi aux nouveaux métiers du textile. Donc on a couture upcycling en maille, couture upcycling en chaîne et trame. Et là, on est en train de créer une formation. Peut-être dire ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Couture upcycling, on forme à la couture, mais à travers un produit qui existe déjà. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a déjà assez de textiles produits sous toutes ces formes dans le monde pour habiller 10 ans tous les gens de la planète. Donc en gros, il faut arrêter de vouloir faire du neuf absolument. Et donc nous, on se dit, arrêtez de partir d'une page blanche. Arrêtons de créer et de former des stylistes, des designers, etc. tout le temps à partir d'une page blanche. Partons d'un existant et développons notre créativité sur ça. Et donc nous, on apprend aux personnes qui viennent chez nous à partir de cet existant et de ne pas en voir, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, un déchet ou une matière défectueuse ou quoi que ce soit, mais de voir ce qui est encore utilisable, ce qui est beau du produit, ce qui est valorisable. Et à partir de ça, on refait un autre produit. Donc c'est vraiment sur ça qu'on travaille. Et on est en train de créer une formation à la vente durable, parce que le fameux lien avec le consommateur, les entreprises ou les villes ou n'importe quoi, on peut mettre n'importe quoi en place. Si ce citoyen consommateur ne sait pas pourquoi on le met en place et n'est pas lui-même convaincu, en fait, il ne fera rien. Donc il y a un énorme levier sur comment j'amène ce discours auprès de ce consommateur ou de ce citoyen, comment je le forme et comment je l'embarque avec moi. Donc quand je dis moi, c'est moi en tant que marque, c'est moi en tant qu'association ou c'est moi en tant que créateur qui a envie de vendre mon produit 10 fois plus cher que ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc on essaye de travailler sur tous ces volets-là. Le volet production, le volet formation, et pour finir, on fait plein d'autres choses, mais on a aussi un volet sensibilisation, donc c'est de l'événementiel, on a des événements plusieurs fois par an pour mettre en lien des experts, des entreprises, des jeunes, des étudiants, etc., sur différentes thématiques et pouvoir traiter des sujets de fond. Et on va jusqu'à l'accompagnement à la vente de produits pour nos membres, ce qu'on appelle les créateurs. Donc on monte des pop-up stores un peu partout dans la MEL, qui sont des boutiques pédagogiques. Pédagogiques pour le consommateur qui vient découvrir, quand on a une boutique à Auchan V2 ou à Euralil, il y a beaucoup de passants et beaucoup de curieux. Donc on leur explique quel est l'objectif de ces produits dits responsables, quelle est notre vision du responsable, mais c'est aussi pédagogique pour nous et pour les créateurs, de se dire qu'attend ce consommateur, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas, et comment je me positionne sur le marché. Voilà, quand je suis à côté d'un Zara ou d'un Promode ou quoi, comment moi, en tant que créateur, j'amène mon discours et j'arrive à convaincre. Donc on est vraiment à chaque fois dans une dualité, encore une fois, très constructive. Et voilà, et après, on monte des projets au fur et à mesure des besoins et des freins qui sont vécus par nos membres et qui nous remontent. Donc on évolue sans cesse. Voilà. Très bien, merci. Et donc finalement Marine Sport, donc je pense que dans ce premier tour, tu peux nous parler un peu de ton travail de recherche, les thématiques, l'approche, un peu la méthode aussi qui est assez originale sur cette question avec la dimension spatiale. Okay. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc déjà, je voudrais commencer par expliquer comment je suis arrivée en fait à travailler là-dessus. Tout est parti d'un appel à projet de recherche sur l'économie circulaire à Bruxelles, parce qu'il faut savoir que depuis, ça remonte à avant, mais depuis 2016, entre 2016 et 2020, il y avait ce qu'on appelait le PREC, donc le Programme régional en économie circulaire, qui a drainé en fait toute une série de financements sur la région bruxelloise, à la fois en termes de recherche, mais aussi en termes de business. Donc des appels à projets subsides pour les entreprises de textile, quelles qu'elles soient, et autres entreprises d'ailleurs qui voulaient s'insérer dans cette économie circulaire. Et chanceux peut-être, aussi pour la recherche, ce qui est chouette aussi. Et donc ce qui m'a amené en fait à m'interroger d'abord sur c'est quoi l'économie circulaire à Bruxelles. Donc j'ai d'abord travaillé à partir d'une étude de politique publique, pour dire ça un peu platement, parce que je viens de la science politique. Et donc, très rapidement, parce que ça fait écho à ce qui était dit dans la première table ronde, il y a toujours eu
une alliance entre l'économie et l'écologie dans la région bruxelloise, dans ses politiques publiques, parce que ce même PREC vient d'une politique publique encore antérieure, qui s'appelait l'Alliance Emploi-Environnement. Et donc dans les entretiens que j'ai menés avec les responsables PREC, si vous voulez, dans chacune des administrations de la région, on me disait, ben voilà, tout vient de là. Et donc, il faut vraiment comprendre que cette politique d'économie circulaire, aujourd'hui maintenant, elle est intégrée dans un nouveau programme qui s'appelle Shifting Economy, qui fait partie de la stratégie régionale de transition économique, en fait. Donc, on est vraiment dans cette compréhension-là de l'économie circulaire. Donc, moi, ça m'a amené... et donc, ce qui m'a amené ensuite, moi, à travailler sur... En fait, à la lecture de cette politique publique, je me suis dit, chouette, mais où est le consommateur, la consommatrice ? Il est où, elle est où? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des commerces, on parle beaucoup, quelle que soit leur échelle par ailleurs, mais il y a un blind spot comme ça sur le consommateur. Donc ce qui, moi, m'a amené à m'intéresser à ça, et ensuite, plus spécifiquement, sur la question du textile, parce qu'on est dans une ville qui est ancienne, avec une trame commerciale, si vous voulez, dense, et aussi dense, en fait, en commerce de seconde main. Que ça soit des commerces de seconde main plus anciens qui viennent du caritatif, donc les grands acteurs chez nous c'est les petits riens, mais c'est l'équivalent un peu d'Emmaüs si vous voulez, jusqu'à des modèles que moi j'appelle entrepreneurial, voilà, où on a une femme la plupart du temps qui décide de monter sa boutique de seconde main, soit en location, soit en dépôt-vente, soit en voilà, de manière... En fait, ce qui est amusant là-dessus, c'est qu'on constate une certaine permanence à la fois géographique de l'implantation de ces boutiques, mais une permanence aussi du business model qui, en fait, on ne réinvente pas grand-chose à chaque fois. On fait de la location, on fait du dépôt-vente, on fait des choses qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas flaguées économie circulaire, si vous voulez. Donc il y a une espèce de permanence comme ça qui se voit aussi dans l'espace. Pour resituer aussi un peu d'où je parle, moi je viens de la science politique, ma thèse se fait en urbanisme, et je suis aussi rattachée à un laboratoire de gestion. Donc voilà, c'est un projet, tout ça, qui est très interdisciplinaire. C'est toujours le problème, c'est toujours l'enjeu quand on fait de la sociologie sur des objets économiques, parce que c'est de la sociologie d'objets économiques, et donc avant tout la consommation. Voilà, en termes de méthode, des choses très classiques, donc des entretiens semi-directifs la plupart du temps, avec une ambition un peu biographique, c'est-à-dire que moi ce que je cherche à comprendre, c'est comment est-ce qu'on devient un consommateur circulaire, comment est-ce qu'en fait on arrive à fréquenter ces magasins de manière régulière, comment est-ce qu'on arrive à se familiariser avec cette proposition commerciale aussi. C'est très intéressant ce que vous racontiez là-dessus juste avant. Et ensuite, la manière que j'ai choisi d'interroger le territoire, c'est à partir d'une méthodologie assez classique en géographie, mais qui est peut-être un peu moins connue par ailleurs, qui s'appelle la méthodologie des cartes mentales. Donc, en gros, à la fin de mon entretien, je donnais une feuille blanche à mon enquêté avec des stylos, des crayons de couleur, ce que vous voulez, et je lui demandais, à partir de la discussion qu'on a eue, de me dessiner sous forme de carte comme une vraie carte, hein, où on peut se diriger, son univers de consommation. Enfin, où est-ce qu'il faisait où est-ce qu'il consomme en fait. Donc moi, mon objectif c'était surtout les commerces textiles, mais pour ne pas brider, on va dire, sa subjectivité, je lui demandais plus généralement de m'indiquer son domicile, ses lieux de consommation quotidienne, etc. Et donc tout ça, ça m'a amené à faire une analyse donc, du territoire, pour raccrocher au sujet de la table ronde, sur le territoire, un peu, si vous voulez, de deux côtés. Donc d'abord à partir des politiques publiques, ensuite à partir d'un pointage des commerces, donc sur des cartes plus classiques que je fais sur QGIS, enfin, voilà, via GIS, quoi. Et ensuite d'attraper, donc ça c'est plutôt top-down, et ensuite grâce aux cartes mentales, d'arriver à quelque chose de beaucoup bottom-up pour comprendre en fait la compréhension, si vous voulez, de mon échantillon, quoi, de leur compréhension du territoire et de comment en fait comment apparaît géographiquement à partir de la conception des consommateurs cette économie circulaire. Et donc voilà, sans déballer toute l'analyse de ces cartes-là. Moi, dans mon panel, qui sont donc des consommateurs plutôt de classe moyenne, mais pas que, mais plutôt de classe moyenne, plutôt des femmes, plutôt éduquées, on est sur une consommation qui se concentre en général sur toute la région bruxelloise. Donc quand je dis toute la région bruxelloise, c'est les 19 communes donc, qui concentrent cette région. C'est la majorité
allez, c'est comme ça que ça apparaît en majorité, plus 2 autres, ce que j'appelle ancrage, donc plutôt au niveau du quartier, qui correspond à nos types de consommateurs, voire des consommateurs qui sortent carrément de la région bruxelloise pour viser la Belgique et même des choses plus transfrontalières. Ce qui n'est pas étonnant, hein, en Belgique, la Belgique c'est petit, hein, donc c'est facile de sortir de ses frontières, mais voilà. Donc un peu 3 ancrages comme ça, de quartiers métropolitains et étendus, auxquels je suis arrivée à partir de cette analyse-là. Voilà. Merci beaucoup. Et donc juste pour souligner un petit peu justement la transversalité par rapport aussi à ce qui s'est dit dans la première table ronde, on voit que la dimension interdisciplinaire est très importante pour tous les secteurs de l'économie circulaire, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que c'est pas juste un secteur justement, mais bien qu'il faut appréhender par plein d'approches différentes. Et aussi il y a la question du consommateur, enfin de la production à la consommation et des politiques publiques. Et donc là, j'en profite de l'actualité, puisqu'à l'Assemblée nationale, jeudi, apparemment, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, une loi, enfin en tout cas des mesures qui ont été prises pour pénaliser la fast fashion, qui est un peu l'opposé de l'économie circulaire dans la mode. Donc peut-être ça, ce sera intéressant aussi d'en dire 2 mots sur les politiques publiques, qu'est-ce qu'elles signifient ou pas celles-ci. Mais je vous redonne la parole, donc je pense Isabelle cette fois, si je ne m'abuse. Et donc pour revenir un petit peu sur cette chaire, donc, et là sur les approches vraiment avec l'ancrage territorial, donc quelle lecture des obstacles, enjeux, contextes? Merci de nous avoir conviés à cet événement et je remercie la chaire. Oui, alors juste un petit topo pour voir un petit peu la filière textile au niveau de la région Hauts-de-France. Figure emblématique effectivement de la région, la filière textile totalise en gros, alors les chiffres ne sont pas précis puisqu'en fait l'INSEE met beaucoup de temps pour réactualiser ces chiffres. En fait, on est en gros à 12 000 emplois sur la région, ce qui sur environ 400 entreprises, ce qui la place un peu en retrait, là, puisqu'en fait, elle est la 4e région du textile, après bien évidemment l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France et les Pays de la Loire. Alors, bon, effectivement, on a une dégradation qui s'explique, on va le voir pourquoi. Par contre, on va repartir sur un point positif, c'est-à-dire que la filière textile Hauts-de-France a connu une certaine renaissance il y a quelques années, avec cette velléité de changer un peu son avantage comparatif en matière, je dirais, de positionnement du textile, en se centrant sur des matériaux avancés, sur du textile intelligent, en travaillant en écosystème territorial. Tout ça, ça a été impulsé par les collectivités territoriales, notamment la région, la MEL, les mairies de Lille, les mairies de Roubaix, qui ont quand même impulsé, ce qui a donné en fait une avance de la région en matière de mode circulaire et en étant les leaders de la mode circulaire. On essaie de tenir ce challenge. Toutefois, effectivement, alors de ce fait, on a vu Textile Valais naître, qui est, je dirais, une fédération d'associations visant effectivement à consolider cet écosystème pour travailler ensemble, avec aussi cette volonté de relocaliser. On a vu d'ailleurs des usines revenir sur notre territoire. Bon. Tout ça était assez, je dirais, plaisant et inspirant. Bon, malheureusement, le secteur du textile a été fortement en proie à des licenciements massifs depuis 2022. Alors, c'est pas nouveau, hein. Le secteur du textile a été fortement chahuté depuis des décennies, notamment par les vagues de délocalisation successives. Mais effectivement, la crise et la guerre et puis aussi la crise du Covid a généré, a démontré aussi qu'il y avait des business models qui étaient vieillissants. Ce qui a donné lieu effectivement en 2023 à 4500 pertes d'emplois au niveau national, avec effectivement des difficultés de nombreuses enseignes, tant dans la chaussure que dans le textile, Naf, San Marina, Gosport, etc. Sur le territoire, on a été quand même fortement touché, notamment par celui qui a mené la danse, qui est Camailleux, 2600 je dirais salariés licenciés, dont 1000 sur Roubaix. Et puis on a vu que ça continuait avec Pimki. Et là, la semaine dernière, ID Kids qui annonce 311 je dirais, pertes d'emploi, et notamment sur des postes dans la région. Et puis, ça, ce sont les marques conventionnelles. Mais nous, qui travaillons dans la chaire depuis quelques années, on suit toutes les expérimentations en mode circulaire et on s'aperçoit aussi qu'on a, je dirais,
plein d'expérimentations qui battent de l'aile, qui ont rendu l'âme d'ailleurs, avec tant dans la location. Je pense aux Cachotières qui avait été incubé ici, qui était un très beau projet. On a Modimalisme qui est sur l'upcycling. On a également Green Deepact, qui était une expérimentation assez intéressante sur l'île et qui avait pour objectif de faire du troc de vêtements en s'inspirant d'une monnaie sociale. Enfin, il y avait pas mal d'expérimentations qui ont rendu l'âme, ce qui était assez désespérant. Alors maintenant, pour faire le lien entre économie circulaire, territoire et secteur textile, alors on est sur un secteur qui est vraiment spécifique et complexe pour mettre en place l'économie circulaire à double titre. Le premier, c'est que c'est une chaîne de valeur globalisée, fragmentée, avec beaucoup d'intermédiaires, ce qui est quand même très différent d'autres secteurs d'activité qui sont beaucoup plus simples. Donc on a cette difficulté-là, avec aussi l'imposition d'un modèle qui s'est, je dirais, décliné à partir de 90, ce qu'on appelle la fast fashion, et puis récemment l'ultra fast fashion. Et de l'autre côté, on est sur un objet bien singulier qui est le vêtement, et le vêtement, c'est l'extension de soi. Et donc, je dirais, le consommateur, pour rejoindre les propos de ma collègue, est soumis aussi à cette obsolescence programmée, entre guillemets. Donc on est sur un produit très très complexe. Alors, si on revient sur l'économie circulaire, qui est un modèle qui a dominé jusqu'au 19e siècle et qui était effectivement territorialisé, puisqu'on avait une proximité très forte entre la production et la consommation, et que tout était fait pour récupérer les produits et les réinsérer. Tout ça a été balayé par l'avènement de l'économie linéaire qui, je le rappelle, a été développée grâce à la révolution industrielle, à la baisse et à la possibilité d'avoir des moyens de transport très bas. Et puis, bien évidemment, une croissance qui n'était plus compatible avec la récupération, entre guillemets, de ces déchets. Et puis, cette quête de l'hygiénisme, qui a été très, très importante, couplée à une culture de la consommation qui se base sur l'abondance. Et donc, aujourd'hui, comment travailler sur cette reterritorialisation de la filière textile et de travailler cette circularité? On est face à des obstacles qu'on peut décliner en levier. Le premier, c'est que même si la région Hauts-de-France a été vertueuse sur la mise en place de cette économie circulaire, je dirais menée par la région, enfin toutes les collectivités territoriales, on a développé les trophées de la mode circulaire. Fashion Green Hub, anciennement Norcrea, a fait un travail formidable de démocratisation de la mode circulaire. Toutefois, et je vais vous montrer une anecdote, on peut aider plein d'expérimentations, mais quand en même temps, vous avez Shein qui a pu louer pendant plus de 10 jours sur la Grand Place une boutique éphémère, comment on peut faire quand vous êtes, je dirais, je reprendrai les propos de Julia Faure, sur ce qu'on appelle une primovice, c'est-à-dire qu'on a une distorsion de concurrence avec effectivement une perturbation chez le consommateur qui ne sait plus quel est le juste prix ou le prix juste d'un vêtement. Deuxièmement, on a un gros souci au niveau de l'économie circulaire, c'est qu'on utilise des outils, des techniques marketing qui sont obsolètes et promues dans l'économie linéaire. On vient de finir avec Maud un article sur la location où toutes les promesses faites aux consommateurs, c'est un dressing illimité, c'est une abondance vertueuse, etc. Troisièmement, on vient de finir aussi un chapitre sur le consommateur responsable. C'est un mythe. Depuis 2004, on a fait toutes les études, on est toujours à 15%. En fait, ce consommateur responsable se liquéfie au fur et à mesure du temps. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, il achète de moins en moins de labels, on le voit bien, l'écroulement du bio, etc. Alors vous imaginez le textile, en fait là on est face à une catastrophe. Et quatrième point, la métrique, c'est-à-dire les indicateurs, Maud en parlera plus longuement après, l'analyse du cycle de vie, c'est un outil qui est basé sur la productivité. Et là aujourd'hui, même si c'est sympa ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée, on est sur un affichage environnemental qui va être basé sur la CV et qui va prendre en compte en fait des produits légers en polyester, qui ne va pas prendre en compte
non seulement la pollution au plastique, etc., mais toutes les externalités positives en matière de dimension sociale ou même les aménités territoriales. Donc en fait, je veux dire, on a tous ces éléments à travailler pour effectivement reterritorialiser nos filières, travailler sur de nouveaux récits auprès du consommateur, travailler sur la dimension sociale, travailler sur l'avènement de nouveaux outils dont Agathe vient de suggérer certaines approches. En fait, l'économie circulaire territoriale dans la filière textile, si elle reste comme ça, de toute manière, elle sera morte. Enfin, je vais pas... Donc, comment on réinvente tous ces éléments? C'est un peu brut. Non, mais c'est bien. Mais réaliste, quoi. Enfin, nous, on a fait une étude pour l'ADEME il y a 2 ans. Les 3/4 de notre échantillon n'existent plus, quoi. Et c'était que des entrepreneurs. On a enquêté seconde main, upcycling, location. Et tous les jours, encore aujourd'hui, on a un dépôt de bilan. Donc, globalement, effectivement, on a besoin de l'État qui réglemente. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure de ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée. Mais il faut changer aussi les pratiques du consommateur. Et arrêtons de penser que le consommateur responsable, il est là. Non, il n'est absolument pas là. Je laisserai Maud en parler. Je ne sais pas si, du coup, tu veux enchaîner sur ce tour. Sur le mythe du consommateur. Oui, alors c'est quand même des professeurs de marketing qui vous parlent, qui ont une grande foi dans les consommateurs et qui vont vous dire que non, en fait, il ne faut pas les attendre. Et on leur a prêté, en fait, beaucoup trop d'agences à un moment, c'est-à-dire que globalement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a étudié, nous, depuis une vingtaine d'années, puisque le premier observatoire de la mode responsable, enfin de la consommation responsable, pardon, a été publié en 2003 par ce qui s'est appelé ensuite Greenflex. Et en fait, il faut savoir que c'est un rapport qui est largement diffusé, intégré dans les pratiques des entreprises, et qui nous explique par A plus B depuis 20 ans, en fait, que le consommateur responsable va nous aider à sortir de la crise actuelle et qui va se mettre à acheter de manière vertueuse. C'est vrai pour maximum, en fait, on a calculé, on a fait pour maximum entre 5% et aller jusqu'à 17% des gens qui sont interrogés. Alors, c'est des échantillons représentatifs, en plus, c'est du déclaratif, etc. Donc, il y a un moment où ce qu'on dit tout le temps, c'est-à-dire, les gens nous disent qu'ils vont acheter et puis ils ne le font pas. En fait, oui, c'est vrai, ils ne le font pas, quoi, parce qu'en fait, globalement, il y a entre 5 et 20%, allez, on va être charitable, de gens convaincus qui ont déjà des difficultés à actionner leur motivation et leurs convictions pour pouvoir être au quotidien dans une manière de consommer qui soit considérée comme responsable, qui en plus s'accentue au fil des temps, parce que sur les 20 années, l'urgence climatique se fait de plus en plus connaître, et puis en même temps, on leur donne de plus en plus de choix. Voilà. Donc globalement, en fait, ce consommateur-là, si on s'appuie sur lui, et en fait, on s'est trop appuyé sur lui, c'est ce qu'on appelle la prophétie sociale, c'est-à-dire que globalement, on a fait jouer au consommateur un rôle particulier dans ce système, qui est celui d'être le sauveur du système. C'est pas possible, en fait. Globalement, on lui fait jouer un rôle qu'il ne veut pas jouer et qu'il ne peut pas jouer. Et ça, en fait, c'est une bonne manière, c'est de la responsabilisation, hein, c'est une bonne manière de se dédouaner, en fait, de ses responsabilités, par ailleurs, responsabilité élargie des entreprises, des autres systèmes, en fait. Hein. Donc, en fait, nous, ce qu'on observe, c'est que 20 ans après, on y a cru, hein, nous. Hein. Même nous, on y a cru. Hein. Même c'est-à-dire qu'on était persuadés qu'on allait... Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur la consommation responsable, sur la résistance des consommateurs, tous ces gens qui ont plein d'envie, de convictions, qui sont merveilleux à rencontrer, qui font ce qu'on appelle de la résistance des interstices. Enfin, voilà, c'est génial. Hein, enfin, voilà, on en a plein dans nos échantillons, on les adore. Sauf qu'en fait, la grande majorité des gens ne sont pas de cet ordre-là et ne pourront pas le faire pour des tas de raisons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'une fois qu'on a posé le constat qui est un peu déprimant, il faut quand même qu'on amène des solutions. Nous, ce qu'on sait par ailleurs, parce que ça fait aussi 20 ans qu'on les observe, c'est que la grande majorité des gens n'a pas forcément envie de s'engager sur des convictions écologiques. Par contre, les gens trouvent qu'ils ne jouent pas de rôle dans la société, dans le système dans lequel on les a positionnés. Et en particulier dans l'économie linéaire, puisque qu'est-ce qui se passe dans l'économie linéaire? Les gens, je vais dire les gens, parce que j'aime pas dire consommateurs, sont au bout du système. Donc en fait, on n'a pas arrêté de les mettre au dernier maillon du système. Ils sont en fin de course, d'accord ? Et on voit que justement ces effets de résistance, ils sont liés à cette position où on les maintient en dehors des boucles.
sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec l'économie circulaire. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a des demandes de participation des consommateurs. Qui ne sont pas des demandes qui sont toujours des motivations politiques ou nobles, mais juste ils ont envie de jouer un rôle en fait. Et on le voit dans les modèles de la location. Je vais vous donner une anecdote sur les modèles qu'on a étudiés. On a rencontré des entrepreneurs de la location qui travaillaient avec des marques. Et en fait, ces marques louent leurs produits aux consommateurs. Et les consommateurs, spontanément, vont remonter des infos. Ah ben ça va pas, en fait, c'est trop petit, trop serré, il manque ça s'abîme vite, etc. Et en fait, toutes ces informations-là, évidemment, l'entrepreneur en question trouvait que c'était une mine d'or. Et puis les marques n'en voulaient pas, en fait. Ça ne les intéresse pas d'intégrer ça dans certains modèles, parce que ça coûte cher, parce qu'il faut... Alors qu'au final, on se rend compte qu'il y a là une position qui revient en amont. Alors, pareil, dans l'éco-conception, on peut aussi avoir des consommateurs qui vont se mettre en fait, à être impulser des idées, etc. En fait, quand on réfléchit à la manière dont on peut réintégrer l'action du consommateur, pas ses convictions, juste son action, en fait, ses envies de participation dans l'ensemble des modèles circulaires, en fait, là, on commence à trouver une porte de sortie par rapport en fait, à l'ensemble de la position du consommateur. Et là, il a un rôle à jouer, un rôle qui est un rôle actif. Et donc, il faut penser, nous on n'arrête pas de dire avec Isabelle, on a cette formule de dire qu'il faut arrêter de penser le consommateur linéaire dans la pensée circulaire. Il faut le remettre en fait dans une forme de circularité également. Et en fait, alors ça implique des coûts, ça implique un mode de changement et un mode aussi, ça implique une perte de contrôle des entreprises. En fait, les consommateurs créateurs font assez peur aux entreprises. On ne les contrôle pas. Donc en fait, tout ça, en fait, ça demande aussi une réintégration et un changement de mode de fonctionnement et d'interaction avec les gens. Et donc ça, c'est pas toujours simple aussi à mettre en place, mais en tout cas, ce qu'on nous on observe, c'est que ça peut créer de la valeur. Alors ça, c'est un mot qui marche bien, par contre. Hein, voilà. Créer de la valeur avec les gens, ça, d'un seul coup, on va peut-être un peu plus entendre le fait de resituer la consommation dans l'ensemble du système. Et du coup, comme on est sur les consommateurs, je vais peut-être passer directement et on reviendra après avec toi, Agathe, mais on va passer peut-être à une réaction de Marine sur justement ces consommateurs, ceux que tu étudies, que tu vois par rapport à ce qui a été dit. Est-ce qu'on peut les sortir ou pas de cette économie linéaire? De quelle manière? Et comment tu les observes, comment tu les analyses? D'abord, avec un échantillon beaucoup plus modeste, j'ai les mêmes problèmes. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai des commerces qui ont disparu. Il n'y a pas une semaine où quand j'ouvre soit mes mails, soit Instagram, où je vois pas des marques ou des commerces qui déposent le bilan. En fait, c'est quand on travaille avec eux ou même sur eux, c'est compliqué aussi de voir que... Parce qu'effectivement, j'ai aussi rencontré beaucoup d'entrepreneuses. Il y en a une notamment qui est toujours là, qui résiste, qui a réussi à embaucher. Donc déjà, chouette, bravo. Mais elle va pas bien, quoi. Donc même ça, humainement, je pense que c'est aussi parce qu'on a l'habitude que tout ça se fasse très loin de nous. Il y a un rapport entre la consommatrice et son commerçant, sa commerçante, qui est aussi beaucoup plus fort. Moi, je parle beaucoup de proximité en termes géographiques, mais il y a une proximité sociale qui existe aussi. Par rapport à ce consommateur, je dirais deux choses. Moi, ce qui m'intéresse, moi, dans mon approche, c'est les pratiques qu'ils mettent en place, au-delà de leurs convictions. Parce qu'au début, je me suis intéressée qu'à leurs convictions, et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Que ça ne marchait pas dans mon échantillon, en fait. Qu'en fait, je me disais... parce que moi, je suis quand même sur un échantillon qui est quand même super spécifique. C'est des consommateurs qui consomment dans des commerces d'économie circulaire. Alors, ils ne consomment pas que là, mais ils consomment beaucoup là. Donc, je me disais, allez, quelque part, ils ont forcément des convictions. Non, en fait, mon échantillon, il est rationalisé en 6 idéotypes. Et j'ai un idéotype, en fait, qui est l'idéotype du consommateur. Je vais en avoir 2. Je vais avoir plutôt écologiste et plutôt résistant. Mais alors même là-dedans, donc ça c'est les idéotypes, chouette. Puis bon après, voilà. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est donc, mais c'est rassurant, c'est bien de voir la même chose avec un échantillon du coup qui est beaucoup plus faible, modeste. Et donc oui, donc voilà, c'est je pense que là-dessus,
parler très platement, les motivations à consommer en seconde main, elles sont avant tout diversifiées. Elles sont pas loin d'être uniquement liées à des valeurs écologiques. Et donc, dans les discours que tiennent les marques et les commerçants, des fois, ça ne fait pas sens. Comme il y a aussi des commerces, et notamment, je pense à un de mes cas d'études qui est une boutique de location, qui par contre a pendant très longtemps caché son argument écologique. C'est-à-dire que si vous prenez l'entrepreneuse, alors c'est quelqu'un qui va dire en entretien non mais moi j'achète mes vêtements seconde main, je consomme bio hein, comme tout le monde. Ok. Donc c'est quelqu'un chez qui c'est très ancré, mais par contre dans son commerce, elle va cacher tous ces éléments-là. Elle va mettre en avant, donc c'est une marque qui fait de la location de robes, de soirée, de seconde main, enfin tout ce qui est vêtements de fête, on va dire, pour des cérémonies, etc. Et elle, ce qu'elle met en avant, c'est ce que vous disiez, c'est le dressing illimité, c'est le fun, c'est les économies, enfin voilà, on est dans un univers qui est complètement détaché de l'écologie. Et je fais ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je fais aussi une analyse des dispositifs matériels à l'intérieur des magasins. Il n'y a rien ou très peu de choses qui font écho à justement des éléments qui feraient penser à une esthétique écologique, on va dire. On est beaucoup plus dans mimer un magasin classique, et parce que c'est ce qu'il faut faire en fait pour attirer le consommateur et pas lui faire dire non mais t'inquiète, ça ne marche pas pour tous les consommateurs évidemment, parce que comme je l'ai dit, j'ai 6 idéotypes, etc. Mais donc on est et donc là-dedans, en tout cas quand on en fait l'analyse, on se demande un peu la dimension écologique, environnementale, elle est où dans cette économie circulaire ? Dans cette économie circulaire textile, en tout cas. Et on a l'impression que les marques et les entreprises qui vont être le plus vertueuses, elles finissent par disparaître. Et donc, voilà, c'est un peu... c'est un constat qui est très, très négatif. Et moi, je tiens ce constat, en fait, de négativité où il y a une dilution des engagements des consommateurs dans le marché capitaliste, pour dire ça très, très franchement. Non, mais pour dire ça très franchement... le constat, il est très noir en fait pour ces entreprises et notamment d'upcycling. Alors, je ne saurais même pas dire en termes économiques ce que ça représente sur la région bruxelloise parce que c'est une portion congrue vraiment très très minime. Sur mon terrain, ce qui a le plus de succès et qui, on va dire, allie au mieux, j'ai l'impression, ce qui tient en tout cas tous ces fils-là, c'est-à-dire de rentabilité économique, de solidarité et d'écologie, c'est les entreprises d'économie sociale et solidaire. Je faisais référence aux petits riens parce que eux ont littéralement une stratégie commerciale qui est à la fois de dire nous notre but c'est de vendre. Donc le directeur commercial de l'époque me disait si moi demain je dois vendre des tomates pour financer mes actions sociales, je le ferai. Bon, ils n'ont pas vendu des tomates, mais vu qu'ils arrivent de moins en moins à faire du bénéfice avec la vente de la crème, donc c'est-à-dire des vêtements de seconde main qui valent le plus cher, en gros, ils ont lancé une collection d'upcycling. Et donc on se retrouve dans des magasins traditionnellement caritatifs de seconde main à vendre des kimonos à 70 €, à 70 €. Voilà, et donc c'est perturbant quand même quand on arrive dans ce genre de commerce. Parce qu'on se dit c'est pas la même gamme de prix, c'est pas les mêmes consommateurs. Et donc j'étais en observation participante dans cet atelier. Et les bénévoles, je leur disais, mais vous savez que ces vêtements-là, ils sont pas pour... ils sont pas pour nous en fait, mais ils sont aussi... Enfin, vous voyez quel type de clientèle on vise en faisant ça. Alors ça a du sens, puisque le but est de financer des actions sociales. Mais il y a un écart, quoi. Il y a un écart entre... je pourrais parler longtemps du prix, mais je vais m'arrêter là. Oui, merci. Du coup, on voit qu'on ne peut rien attendre de ce consommateur et donc il faut travailler. Non, je plaisante. Donc, c'était pour faire une transition un peu radicale avec Agathe Pouviel. Disons que le consommateur n'est pas l'horizon absolu et je plaisante. En réalité, moi, je l'ai observé dans les questions alimentaires aussi, où il y a toute cette mécanique de responsabilisation qui n'est pas, et pas d'émancipation, on peut le dire comme ça. Et donc, et que bien sûr c'est plus complexe que ça et qu'il y a plein d'entrées. Il y a, peut-être on en reparlera, ce serait bien les politiques publiques, mais aussi les modèles des entreprises. Et donc on avait un peu échangé sur ça. Et je pense que c'est ça qui peut nous éclairer un peu à un autre endroit de la chaîne, on va dire, qui devient circulaire et plus linéaire. Mais donc voilà, quel business model, comment on transforme, la difficulté quand on est une grande entreprise avec un business model bien rodé de transformer ses pratiques. Parce que voilà, c'est ce qu'on avait dit, il y a les petites initiatives qui se mettent en place à partir de rien.
c'est plus facile qu'une grosse entreprise qui doit changer sa manière de fonctionner. Effectivement, donc ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, nous au sein de l'association, aujourd'hui on est un collectif de 570 entreprises en France, on est 160 en région Hauts-de-France, c'est à peu près 60% de ce que nous on appelle des créateurs, donc c'est des petites entreprises individuelles, personnelles, etc., des petites marques. Et c'est à peu près 15% de, pour le coup, grosses entreprises. Donc on pourra débattre de ce qu'est la fast fashion ou pas. Si on met toutes nos centrales d'achat à l'intérieur de cette fast fashion, je ne sais pas. Mais voilà. Et donc, effectivement, le travail nous qu'on fait, c'est d'essayer de monter des projets concrets et opérationnels pour amener les entreprises à faire autrement. Et ce dont on se rend compte, c'est que les marques qui se créent, parce que même si le secteur est complexe et qu'on voit beaucoup de fermetures de grandes entreprises, il y en a néanmoins plein tous les jours, et moi ça me fascine, qui se créent dans le même temps et qui quand même fonctionnent. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas du textile et qui décident de monter des marques textiles, parce que c'est un bien quand même, comme tu le disais, c'est une image de soi, ça passe des messages, c'est véhiculeur de quelque chose. Donc tout le monde a envie de s'approprier ce projet-là, de s'approprier cette filière. Et ces marques qui se créent, qui partent d'une page blanche, aujourd'hui, bien sûr qu'elles créent un business model en lien avec tous les enjeux de local, de l'économie circulaire, etc. Et bien sûr que ces marques-là font correctement les choses, ou en tout cas mieux que ce qu'ont fait d'autres. Et comme elles sont petites, qu'elles viennent chercher un salaire, 2 salaires, etc., en fait, elles arrivent à vivre. Pour revenir sur Julia Fort avec Loom, c'est ce qu'elle disait à un moment donné. Elle disait aujourd'hui, je fais vivre 5 personnes, est-ce que j'ai envie de faire plus ou pas? Quel est l'intérêt en fait de toujours être plus gros? On n'est plus du tout dans ce système de grossir, grossir, grossir. Là aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont juste bien à être 2 ou 3. On ne veut plus créer des énormes entreprises. Et donc ça, c'est une vraie transformation. Et on voit que, voilà, même s'il y en a qui ferment, c'est quand même quelque chose qui tient. Après, sur les plus grosses structures qui se sont créées dans les années fast, de cette fast fashion, etc., quand on emploie, moi je viens de Camaïeu, donc voilà, aujourd'hui je pense qu'il y a péremption, peut-être pouvoir dire des trucs. Quand on emploie 3000 personnes, c'est extrêmement compliqué de changer son business model, voire impossible. Et ça l'est encore plus quand en fait on est obligé de tester plein de choses pour voir si le consommateur il est là ou pas, parce que si je ne vends pas, au final, je ne paye pas mes salaires. Donc en fait, l'enjeu, il est là aussi pour ces boîtes-là. Il faut arrêter de se dire que les boîtes ne veulent pas ou qu'elles mettent des freins ou quoi que ce soit. Pas du tout. Personne n'a envie de faire mal, personne n'a envie d'être le pire de la classe, etc. Non, tout le monde a envie de bien faire. Mais comment on fait en maintenant les salaires, en maintenant les emplois, avec des outils informatiques qu'on a depuis 10 ans et qui du coup, on est comme ça. Donc en fait, mes process d'achat, je ne les change pas. Mes process logistiques, je ne les change pas. Ou alors, je dois redévelopper des systèmes informatiques. Donc pareil, pour vous redonner un exemple, Camaïeu, on avait travaillé sur la seconde main. On a été l'une des premières marques à mettre des corners de seconde main physiques dans nos magasins. Il a fallu qu'on change notre outil informatique pour mettre des dates de livraison supplémentaires. C'était 50 000 € la case pour une date. Il me fallait 3 cases. Je peux vous dire qu'on a géré sur 10 magasins seulement à la main en fichier Excel. Pourtant, il y avait une envie de faire plus. Mais la marque ne pouvait pas sortir 150 000 balles pour développer une case de date sur un outil informatique. Et tout ça, en fait, c'est tous ces process qu'on ne voit pas et qui rendent effectivement ces structures implantées depuis longtemps complètement inertes. Aujourd'hui, elles sont contraintes, malheureusement, de faire comme elles peuvent faire. Après, il y a quand même plein de tests qui sont faits, et heureusement. Et toutes ces marques-là, elles sont véhiculeurs d'un message. H&M, alors ils ne sont pas arrivés en France, mais ils en sont quand même à leur 5e ouverture de magasin sur la location en Europe. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas le sujet, mais ça a un avantage de dingue. Ça démocratise la location. Et c'est grâce, et moi je suis persuadée que le fait de démocratiser ce sujet rend plus fort en fait tous les petits qui se créent derrière. Parce que du coup, c'est un sujet connu. Et ça, c'est hyper important.
Quand Kiabi ouvre un magasin de seconde main en physique, qu'il est obligé de mettre un autre nom, c'est Kit Canaille à Auchan-Lers, parce que sinon les clients n'iront pas, il faut quand même aussi se poser la question de, en tant que consommateur, quelle place je laisse à l'entreprise pour se transformer. Et tous ces sujets-là, enfin voilà. Donc les marques essayent beaucoup. Toutes les marques font la seconde main, en physique, en digital, n'importe comment. Toutes les marques là se mettent à la réparation, soit en physique, soit en digital, en local. Toutes les marques se sont mises à travailler de l'upcycling avec des ateliers d'insertion en local. Enfin, toutes font plein de choses. Et je te rejoins, toutes ont peur de communiquer. Toutes ont peur de communiquer parce que quand elles montrent qu'elles font un pas d'un côté, en fait, elles sont confrontées à plein de médias, à plein de consommateurs qui leur montrent tout ce qu'elles ne font pas. Bah oui, mais il faut bien... Dans le cas de l'économie circulaire, il n'y a pas de théorie de petits pas. Tous les pas sont importants et tous les pas sont bons à prendre. Et ça, malheureusement, je trouve qu'on ne les met pas assez en avant. Mais c'est... donc voilà, je pense que ces grosses entreprises, il faut trouver un moyen de les porter, de les accompagner et de les amener à des solutions concrètes qui va leur permettre tout doucement de prendre ce virage. Alors voilà, est-ce que on a le temps de ce doucement ou pas, bon, ça c'est encore un autre sujet. Voilà. Et par rapport peut-être juste à ce que vous avez, il me semble que tu avais dit ce chiffre qu'on n'a pas besoin de produire pour 10 ans ou je ne sais plus ce que c'était. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de ces grosses entreprises finalement encore aujourd'hui ou pas? Alors, comme ça avait été dit la table ronde d'avant, la chaîne de valeur, elle est extrêmement longue dans le textile. Donc effectivement, il y a assez de matière produite aujourd'hui, mais quand on parle de matière, c'est sous forme de fil ou de matière tissée ou tricotée, ou aussi du produit fini, voilà, qui existe partout dans le monde, dont on ne fait rien. Donc c'est pour ça qu'on entend de plus en plus aussi le terme matériothèque qui se crée partout. Donc nous aussi, on en a une d'ailleurs au sein de l'association, une matériothèque dite circulaire, pour identifier ces stocks qui dorment partout, quel que soit son état de stock. Les stocks de fils, les stocks de rouleaux, les stocks de zip, de boutons, de pression, des stocks, etc. Pour se dire, ils sont là, ces stocks, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc dans cette approche d'économie circulaire, pour nous, il y a vraiment 3 leviers très importants. On revient sur le levier du design. Comment je fais pour éviter d'utiliser tout le temps de nouvelles choses qui me demandent des nouvelles prods, etc. Et comment je crée des produits qui me permettent d'optimiser ma consommation matière et accessoires. Ça, c'est un gros sujet. Il y a le sujet de la production. C'est que tout le monde produit à toutes les étapes de la chaîne de prod entre 3 et 5% supplémentaires au cas où. Parce qu'au cas où j'ai une pétouille de production, au cas où j'ai un problème qualité, au cas où j'ai une machine, 3 ou 5% c'est la moyenne, à toutes les étapes. Donc j'ai 3 ou 5% de fibres en plus, j'ai 3 ou 5% de fil, j'ai 3 ou 5% de métrage matière, et j'ai 3 ou 5% de produits finis coûts. Donc j'ai vraiment, confectionné. Donc j'ai vraiment beaucoup d'étapes comme ça en surplus. Et après, il y a aussi ce fameux style produit. Ah ouais, encore une fois, je vous parle d'expérience, de se dire je vois que je fais plein de flops là en ce moment, je ne vends pas bien. C'est ce qui se passe quand même depuis 10 ans. Je ne vends pas bien, j'ai 2 mois de retard sur de la prod, donc en fait, je vais refuser le coloris là qu'on était en train de produire, j'arrête. On s'en fout, les fournisseurs, ils sont à l'autre bout du monde. Moi, en tant que marque, j'appuie sur un bouton, arrête ta prod, j'en veux plus. T'as trop de retard sur ta logistique, je te prends plus ta matière. Sauf que la matière, elle est là. Elle est juste, on la voit pas, hein. Elle est à l'autre bout du monde, mais elle est là. Et donc, comment je la consomme? Donc ça, c'est nos fameux stocks dormants, en fait. Et les stocks dormants, c'est pas 2, 3, 10 mètres, 50 mètres. On parle de centaines de mètres. On a identifié des stocks l'année dernière. J'ai des 10 000 mètres de matière juste parce qu'on n'était pas sur le bon bleu. Et tout ça, il faut le revoir aussi en tant que marque et quand je monte des collections, etc. Tout ça, il faut le comprendre. Le pourquoi on rejette des choses. Qu'est-ce qu'on considère déchets? Donc nous, on aime bien faire le distinguo entre invendable, où là, j'ai vraiment un problème d'innocuité produit qui fait que je ne peux pas mettre mon produit sur le marché. C'est de l'invendable. Et après, j'ai de l'invendu.
Mais cet invendu, il est conforme. Et aujourd'hui, on met beaucoup d'action sur l'invendu parce que c'est facile. L'invendu, il est conforme. Donc je le récupère, mon souci il est de le récupérer et je le revends, c'est facile. Mais mon invendable, j'en fais quoi? Et chacun a sa définition de l'invendable. Bah oui, le styliste, il va dire c'est pas le bon bleu, il est invendable dans ma saison là. Hein. Non mais si je vends du bleu roi aujourd'hui et que tu me proposes du bleu taupe, ça va le faire. Mais c'est ça aujourd'hui les discussions dans les entreprises, c'est quand même ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, c'est pas le bon bleu. Donc voilà, mais il y a quand même, pour moi, ces grosses entreprises sont des acteurs majeurs pour faire comprendre à toute la filière et aux consommateurs le droit chemin. Voilà. Merci. Ben, on va s'engager dans le dernier tour. Et donc, je vous laisse soit un peu réagir sur, parce qu'on a soulevé, voilà, comme précédemment, pas mal de sujets à différents endroits de la chaîne, sur différents secteurs. Donc, peut-être reprendre un petit peu ce que vous voulez pour le mot de la fin, et avec toujours cette idée de piste et ouverture sur qu'est-ce qu'on a à faire sur le territoire, que ce soit du côté recherche que acteurs socio-économiques. Donc, voilà, pour construire pour la suite. Parce que le but, c'est que ce moment soit le début peut-être d'autres choses aussi. On passe après. Juste un point pour rebondir sur les propos d'Agathe. Effectivement, ces grandes entreprises peuvent démocratiser. On l'a bien vu par rapport à Vinted sur la seconde main. La question qu'on a en tête, on est en gros à 50 pièces neuves par an par habitant en France. Il faut, pour respecter les 1,5 degrés, même si on les a déjà dépassés, arriver à 6 pièces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir accompagner le consommateur. Et comme le dit 6 pièces. Alors, rassurez-vous, messieurs. Oui. Rassurez-vous, messieurs, vous êtes moitié. C'est ça. Donc l'idée, c'est effectivement comment on imagine le dressing de demain, dans les perspectives et sur lesquelles on va travailler, comment on va accompagner le consommateur. Alors, on a toujours utilisé cette analogie avec le mix énergétique, c'est-à-dire de se dire on va avoir un dressing assez varié où le consommateur, et j'aime bien ce que tu disais à Agathe, cette démocratisation, de se dire bon, ok, je vais peut-être acheter des produits neufs à un prix juste, internalisant les externalités négatives environnementales et sociales, mais je vais réfléchir à la réparation, je vais prendre soin. Alors là, on voit que les marques travaillent sur le care et de se dire comment on prend soin des vêtements pour qu'ils durent plus longtemps. Toute la question, bien évidemment, de la seconde main, toute la question du upcycling et toute la question aussi du gisement de valeur. Je vais laisser la parole à Maud pour poursuivre. Donc, effectivement, ça nous donne des pistes de recherche pour accompagner le consommateur, mais, et Maud va en reparler, ça nécessite en fait que l'économie circulaire, c'est activer toutes les parties prenantes. C'est une pensée système où on a effectivement une co-création entre les différentes parties prenantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur en est exclu. Donc comment on fait pour aller vers effectivement ces objectifs qui sont quand même abyssaux. Enfin, je veux dire, quand on en parle dans nos cours, on dit on sera à 6 vêtements neufs par an. C'est les cris, hein. Oh, mais comment on va faire, madame? Voilà, hein, c'est quand même, je veux dire. Donc c'est toutes ces questions qu'on se pose. Alors là, on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle des couloirs de consommation, des corridors de consommation, qui vont s'appliquer dans les différents secteurs d'activité pour voir un peu comment on peut imaginer ces couloirs, comment on entraîne les consommateurs à revisiter, à avoir une vision réflexive sur leur consommation. C'est pas simple sur le textile, hein, sur d'autres secteurs, c'est beaucoup plus facile. Nous, on a quand même choisi le secteur le plus compliqué auprès des consommateurs. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas choisi l'objet en fait le plus simple. Et on n'a aucune illusion, c'est-à-dire qu'on est quand même dans ce que Barthes appelle le système de la mode, hein, donc on ne va pas pouvoir lutter contre ça. Et puis on est sur un produit qui est un marqueur social, qui est aussi un support d'échange social. Enfin, on sait bien depuis Veblen 1899 qu'il y a de la consommation ostentatoire.
Donc le vêtement a une symbolique sociale qu'on ne va pas pouvoir effacer du jour au lendemain, et ce n'est pas l'objectif. Donc c'est vrai que dans nos rêves les plus fous avec Isabelle, on arrive à faire un mix énergétique dans le dressing. Et on a aussi un autre axe de recherche important qui est lié un peu à cette idée d'ailleurs de l'activité du consommateur dans les modèles, qui est tout ce gisement. Agathe en parlait à un niveau un peu plutôt de la production, c'est-à-dire qu'il existe plein de matières inutilisées, inutilisables, dédaignées. Mais en fait, chez le consommateur, c'est pareil. Parce qu'on parle de 50, on a commencé à travailler avec l'ADEME là-dessus il y a quelques années déjà. On parlait de 50 pièces par an qui entrent chez les consommateurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui sortent en fait. Et ça, en fait, on peut le repenser aussi sur une manière d'utiliser ce qui est de l'existant chez les consommateurs avec plusieurs pratiques. Alors là, je vais rejoindre, j'ai oublié le prénom de ma collègue, mais ce qui a été dit, c'est-à-dire les pratiques sont très importantes et ce n'est pas toutes des pratiques motivées par l'écologie, ça peut être des pratiques économiques aussi, parce que dans le temps dans lequel on vit, en fait, c'est des pratiques qui peuvent faire sens. Donc ça, c'est important. Tout à l'heure, on s'est amusé à calculer vite fait parce qu'on a eu les 80 tonnes par seconde impressionnantes du BTP là. Et donc on a recalculé avec les chiffres européens du textile. Le textile, c'est 24 tonnes à la minute. Parce qu'on ne peut pas gagner contre le BTP. Mais en Europe. Et en France, c'est 500 kilos à la minute. Mais c'est quand même énorme, d'accord ? Donc là, il y a un enjeu autour de ça aussi, autour de ce que nous on appelle... Et historiquement, en fait, le problème qu'on a aussi, c'est que l'économie circulaire a été beaucoup travaillée sur la dimension du déchet et beaucoup subventionnée sur le recyclage. En Europe, c'était la plupart des... Donc, par exemple, nous sommes engagés sur un PEPR avec la chaire Texenker qui s'appelle recyclage et recyclabilité. Et avec les collègues, on fait tout pour travailler sur la recyclabilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le recyclage de boucle à boucle pour faire du fil avec du fil, en fait, ça ne fonctionne pas. On sait bien, il y a des rapports qui montrent qu'au mieux de la R&D sur le sujet, et mes collègues ingénieurs vous le diront, on arriverait à 25% de déchets textiles recyclables en boucle fermée pour refaire des vêtements. 25%, c'est rien en fait, d'ici 2030. Donc en fait, il faut travailler tout sur toute la zone de gris, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans les collectes, comment est-ce qu'on gère tous ces vêtements-là, qu'est-ce qu'on en fait, et déjà, qu'est-ce qu'on en fait en amont, comment on va les chercher chez les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie d'en faire, est-ce qu'ils ont envie d'en jeter dans des bennes ? Eh bien non, en fait, on s'est rendu compte que non, en fait, ils n'ont pas du tout envie de mettre ça dans une grande poubelle, parce qu'en plus, on leur a expliqué à la télé que ça partait en Afrique. Donc globalement, en fait, il y a plein de choses à travailler autour de ce nous on appelle la zone de délaissement. Et avec les objets textiles, en plus, il y a de l'affectif et de la symbolique qui vient s'ajouter à tout ça. Donc en fait, on a un énorme chantier aussi à ce niveau-là, sur se réattacher à ces produits, arriver à les faire partir, et comment on les fait partir et vers où, et tout ça doit prendre aussi un sens dans ce que nous on appelle la logistique domestique et l'économie circulaire domestique. Et juste pour faire écho à la table ronde précédente, sur effectivement... sur la récupération de ce gisement de valeur, en fait, les bennes, nous, dans toutes nos études, c'est hyper répulsif. Enfin, un consommateur qui délaisse des vêtements qu'il a aimés parce qu'il ne veut plus aller le mettre dans des bennes qui sont esthétiquement horribles, dans des centres commerciaux loin, etc. Mais enfin, tout est fait pour surtout qu'il n'aille pas les mettre dans les bennes. Donc il y a... Voilà, il mettra vraiment ses déchets, c'est-à-dire ce qui est irrécupérable. Et là, il y a toute la question de cette pensée-là sur laquelle on travaille avec Maud, sur effectivement cette économie circulaire domestique et comment on sort, on délaisse effectivement ces vêtements dans des lieux sympas, quoi, où on sait que ça va être récupéré et que dans ces bannes, effectivement, on mettra les trucs troués, tachés. Bon, juste un petit clin d'œil par rapport à la table précédente. Merci. Et oui, parmi les pistes que vous avez évoquées aussi, il y a cette idée... non, tu peux le garder. Du coup, aussi de penser les modèles, pas seulement un modèle, ce qui rebondit aussi avec ce qui a été dit précédemment. En fait, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de faire l'économie circulaire, c'est donc la complémentarité des solutions
et réfléchir en fait vraiment en pluriel. Et sinon, un autre sujet aussi qu'on avait mentionné, que je trouve intéressant, c'est cette question de on finance l'innovation dans tous les projets. Donc c'est bien l'innovation, mais au bout d'un moment, il faut aussi pérenniser ce qui fonctionne. Et voilà. Oui, effectivement. Là, je prends une autre casquette du coup parce que je suis présidente d'un atelier d'impression et confection, d'un atelier à la demande qui est sur Roubaix. Et effectivement, je suis confrontée à cette fameuse échelle de temps où on n'a pas tous la même échelle de temps et les mêmes besoins. Et donc les entreprises, les marques avec lesquelles on travaille, elles sont sur un temps extrêmement court. Elles veulent des résultats tout de suite, max 6 mois, sinon après c'est trop tard. En face de nous, on a des actionnaires, des financeurs qui sont plutôt sur 1 an et demi. Et pareil, dès qu'on dépasse l'année, c'est un peu compliqué. Et après, on a tout l'écosystème régional, de soutien financier, etc., qui, eux, sont sur des calendriers plutôt 3 ans, 5 ans. Et là, en fait, ça correspond juste pas du tout aux besoins. Parce que l'entreprise productive, elle n'a pas d'autre choix que de s'allier sur le calendrier de ses clients. Et du coup, effectivement, on est sans cesse confronté à ces temps, à ces décalages de temps. Et on est aussi confronté à cette histoire qui c'est vrai, ça m'énervait passablement, j'ai un peu dormi dessus depuis, mais sur le fait de toujours... toute l'innovation est tout le temps soutenue. Ok, d'accord, mais c'est quoi l'innovation ? Une fois que j'ai acheté mes machines, une fois que j'ai mis en place un nouveau process, une fois que ça tourne et que j'ai juste encore besoin de temps pour creuser des études, creuser des choses, etc., je ne suis plus soutenue parce que j'ai plus de machines à acheter, parce que c'est surtout les grosses machines. Hein. L'innovation de process, c'est dur à vendre parce que c'est complexe, effectivement, et ce n'est pas tangible. Du coup, avoir du soutien financier sur l'innovation de process, c'est compliqué. Et puis, c'est le quotidien, en fait, c'est ce que je disais un peu en intro, pour moi, de tous les industriels français. On est obligé aujourd'hui de s'accrocher à ce qu'on sait faire parce que c'est une particularité mondiale. On a quand même un savoir-faire, mais on nous pousse à toujours faire autrement. Pourquoi je suis toujours obligée de réinventer alors qu'il me faudrait juste plus de temps pour que ce que je mets en place, ça fonctionne ? Et ça, j'ai pas encore trouvé la clé. Enfin voilà, je ne sais pas comment l'amener, mais en tout cas, c'est un sujet que je trouve assez frappant. Et puis, pour moi, il y a aussi un sujet, quand on reparle un peu de financement, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans toute filière, mais en tout cas dans le textile. Donc moi, je suis donc présidente de notre atelier de confection, c'est une entreprise, SAS, classique. Et donc, je suis en concurrence avec des ateliers de confection d'insertion sociale. Et c'est top, ces ateliers d'insertion sociale, et c'est canon, et c'est top que ça se développe. Mais je ne suis pas compétitive du tout. Et on reparlait du prix juste, mais du coup, c'est quoi le prix juste d'un Made in France ? Et les entreprises, je reviens sur nos marques implantées, elles travaillent avec tous les ateliers d'insertion sociale, parce que ça leur coûte moins cher aussi. Et une fois que les gens y sont insérés, moi j'étais toute contente de dire venez chez nous. Moi j'embauche des gens qui ont fini leur parcours d'insertion, et justement je suis censée être une entreprise pérenne. Mais en fait je ne peux pas, je ne suis pas compétitive, même dans mon propre pays. Et en fait, tout ça, voilà, aujourd'hui, on est dans un flottement un peu. et ceux qui arrivent à lever des fonds, qui arrivent à survivre, c'est parce qu'ils partent sur cette innovation. Donc, tout le monde se lance sur ces énormes filières de recyclage, parce que ça cartonne. Technologie à fond, high-tech à fond. Donc, si on arrive à mettre innovation, high-tech, intelligence artificielle, là, c'est bon, on explose les plafonds. mais si je n'ai pas ça dans la phrase, ça ne marche pas. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un énorme travail de fond aussi à faire. Là, pour le coup, assez rapidement, sur qu'est-ce qu'on veut que notre territoire devienne, en fait. Qu'est-ce qu'on veut que cette filière textile, notre histoire quand même. Moi, j'ai fait du textile parce que je suis extrêmement fière de ça. Et c'est un métier manuel. Si je voulais faire de l'automatisme, je serais partie dans l'automobile. Je ne veux pas faire de l'automatisme. Le textile, c'est beau. Et malheureusement, je trouve qu'on le dénigre sans cesse. Et donc, il faut trouver vraiment cette clé d'accroche et cette fierté. Il faut qu'on la remette au devant de la scène. Voilà. Eh merci pour ce mot de la fin. On va laisser le délicat rôle pour Marine un peu de nous synthétiser. On avait dit un peu de réfléchir en termes de pistes de recherche, mais aussi pistes opérationnelles. Comme voilà, tu connais bien les deux secteurs aussi. Voilà.
Ouais, concernant je vais commencer par les pistes plus opérationnelles parce que c'est facile, parce que donc suite à la clôture du projet qui a financé une partie de ma thèse, on a publié un tout petit guide pour la région bruxelloise avec des recommandations vraiment orientées politique publique. Et je vais en prendre deux qui me semblent les plus intéressantes. On avait insisté sur le fait de préserver la diversité de ces commerces circulaires. Voilà, en insistant sur et donc ça, c'est un levier qui est en fait complètement aussi entre les mains des régions quand elles ont des subsides en fait à offrir, parce qu'à un moment donné, les subsides, il y a des lignes qui sont posées, et donc soit on rentre dedans, soit on rentre pas dedans. Tout centré sur l'innovation, c'est aussi un problème pour ces entreprises-là, et donc qu'il fallait absolument préserver cette diversité, d'aller de modèles entrepreneuriaux qui sont dans l'économie circulaire, mais qu'on va dire qui sont le plus capitalistique possible, à des boutiques solidaires, d'économie sociale et solidaire, qui doivent aussi exister, parce qu'il y a un segment, je fais un geste comme ça, un scope qui est couvert aujourd'hui, qui doit pas disparaître. Et la deuxième recommandation, elle portait un peu sur ce qu'on a déjà dit sur le fait de guider la consommatrice, qui a des injonctions contradictoires partout. L'exemple que vous donniez sur le pop-up de Shein en plein milieu de la Grand Place, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, quand on est en compétition par rapport à ça, c'est pas possible. Et il faut faire comprendre et guider, vraiment j'insiste sur le mot guider le consommateur au travers de tout ça, parce qu'en fait, acheter en seconde main, c'est pas acheter du neuf. Il y a des compétences, des apprentissages qui sont développés au fur et à mesure. Je ne vais pas faire long dessus, mais il y a un vrai enjeu à faire ça, aussi via des dispositifs matériels qui peuvent aider. Moi, je prends toujours l'exemple du bac, mais il faut savoir fouiller dans un bac à 1 euro, parce que des gens qui trouvent des pépites, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, il faut savoir le faire, et ça paraît très trivial, mais c'est très important pour comprendre en fait, comment marche ce type de magasin. Et ensuite, en termes de pistes de recherche, ouais, je vais parler rapidement d'un projet qu'on avait lancé, mais qui malheureusement n'a pas pu aller jusqu'au bout, qui portait, si j'ai bien compris, un peu sur cette idée de ce que vous disiez, de corridor de consommation. Voilà. Je ne connais pas ce terme-là, mais qui visait en tout cas à repenser la consommation vestimentaire des Bruxellois, notamment à partir de repenser sa garde-robe, faire l'état des lieux de sa garde-robe. Voilà, qui était, donc malheureusement, c'est un projet qui n'est pas allé jusqu'au bout, mais bon, il nous a permis d'avoir quand même un bel état des lieux de en termes de ce qu'il y avait comme déchets, on va dire en termes de métabolisme urbain, ce qu'il y avait comme déchets textiles au niveau de la région, et puis aussi de continuer en fait à creuser ce côté émotionnel qu'il y a dans le vêtement, et qui fait que je pense que, je suis d'accord avec toi, mais avec ce qui a été dit, que le vêtement, ça reste un objet qui est particulier, qui est qui a une relation, alors peut-être pas tout le monde, on n'a peut-être pas tous des relations privilégiées avec ces chaussettes, mais il y a vraiment des vêtements auxquels on est plus attaché que d'autres, et comme vous disiez, qui pose en fait des problèmes de collecte, parce qu'effectivement jeter un vêtement qui nous va plus, mais qu'on a beaucoup aimé dans une poubelle, parce que c'est une poubelle en fait, les déchets, les bulles de collecte, à Bruxelles en tout cas, sur certaines places, maintenant elles sont enterrées parce que ça génère un peu moins d'incivilité, donc un peu moins de déchets qui sont mis dedans, mais en fait elles sont mises au même endroit que la poubelle à verre, que les poubelles à verre, au même endroit. Donc en fait, même en termes urbanistiques, si vous voulez, ça ne fait pas sens, alors qu'on est censément être sur la revalorisation. Alors oui, on est sur de la revalorisation en termes de déchets, mais c'est pas du tout les mêmes filières, surtout qu'on est censé les revendre après. Ça pose plein de problèmes en fait symboliques aussi par rapport à ça. Et dernière anecdote pour conclure, encore une fois les petits riens, eux donc ont ces bulles enterrées, mais ils font aussi de la collecte en magasin. La collecte en magasin, elle fonctionne 10 fois mieux que cette collecte en bulle. Merci beaucoup. En tout cas, c'est enthousiaste comme participation. Et j'en profite pour remercier notre collègue Arnaud Degma qui a contribué quand même à la mise en contact, c'est vrai, on ne l'avait pas dit, pour cette table ronde qui est ici présent. Est-ce que vous avez des réactions, des questions? C'est votre moment avant d'entendre le mot de la fin par les co-directeurs de la chaire, ou un des deux ou les deux, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez d'abord des réactions face à tous ces sujets? Un détail en prolongement par rapport aux consommateurs. Est-ce que c'est complètement anecdotique l'autoréparation? On en a parlé de façon très médiatique parce qu'on a annoncé qu'il allait y avoir une prime pour savoir coudre chez soi, que le ministre ou l'État allait donner 10 € pour savoir coudre. Est-ce que l'autoréparation dans l'économie circulaire domestique, c'est quelque chose qui est sérieux ou pas?
Et après, je me demandais quand même, donc si cette question de l'économie circulaire domestique, est-ce qu'elle ne, et voilà, c'est plus sur l'ensemble de la demi-journée, mais est-ce qu'on ne peut comment dire, la limiter qu'au sujet textile, ou est-ce qu'il y a peut-être plusieurs autres aspects qui peuvent être liés dans cette économie domestique? Alors, on va parler de la réparation. C'est le bonus réparation, en fait, je pense peut-être voilà. Alors, donc, le bonus réparation qui a été lancé par l'État, qui est contrôlé par l'organisme Refashion, et qui consiste en fait à permettre aux consommateurs qui font réparer, pas forcément chez eux, qui font pas forcément réparer chez eux, de pouvoir être subventionnés à hauteur de 10 € pour un vêtement. Au revoir. Et en fait, globalement, c'est une super idée. Ça fait partie de ces techniques, enfin moi j'appelle ça les tactiques un peu législatiques, politiques, pour essayer de remettre un certain nombre de pratiques au centre des préoccupations des Français. Pour moi, c'est un peu la même chose que, vous savez, la prime automobile qu'on a eu à une certaine époque. Voilà. Mais le problème, en fait, de ce bonus réparation, c'est que l'infrastructure, et je pense que ça a été dit par Madame Ledoux ce matin, enfin tout à l'heure, pardon, l'ensemble de la filière réparation n'est pas du tout stable. C'est-à-dire qu'il faut ça. Alors, chacun d'entre nous, on adorerait aller faire réparer sa veste en cuir, ses chaussures chez le cordonnier. Je vous mets au défi, en fait, d'aller trouver votre cordonnier dans votre quartier, comme ça, parce qu'ils ont disparu aussi. Il y en a encore. J'ai pris le cordonnier à dessin. Mais votre couturier, vous savez où il est, celui qui peut réparer le trou ou faire. C'est pareil, en fait. Donc, globalement, en fait, on les trouve beaucoup moins facilement qu'on les a trouvés à une certaine époque. Et pour parler d'autoréparation, en une génération, en fait, on sait qu'il y a eu une baisse de compétences énorme chez les consommateurs. Donc, en fait, l'autoréparation, oui. On n'est pas très nombreux encore à avoir l'œuf en bois de notre grand-mère pour réparer les chaussettes. Vous l'avez encore, vous? Voilà, il y en a quelques-uns. Voilà. Mais en fait, s'il n'y a pas eu de transmission intergénérationnelle des pratiques, et dont on sait qu'elle a quand même été un peu bouleversée, en tout cas sur 2 générations, en fait, l'autoréparation n'est pas une pratique qui est encore largement diffusée. Et ensuite, il y a une autre dimension, c'est la temporalité, c'est le temps disponible. Et donc ça, on sait bien que la plupart d'ailleurs de toutes les solutions marketing qu'on vous propose, par exemple celle de refaire votre bas de pantalon, réparer votre trou dans les magasins de marque, et en fait c'est aussi sur ça, c'est-à-dire sur ce fait que on peut pas trouver le réparateur facilement et qu'on n'a pas le temps de le faire, ou on ne veut pas prendre le temps, ou qu'on n'en a pas les compétences. Donc en fait c'est une forme de développement. Alors c'est pas une critique, mais ça permet en fait le développement d'offres, de services de manière soutenue par l'État en fait globalement. Voilà, pour répondre à la question. Et pour reprendre sur la dimension de l'économie circulaire domestique, alors on l'a étudiée nous évidemment sous l'angle du textile. Elle est particulièrement criante sous l'angle du textile parce qu'il y a un vrai problème d'organisation domestique autour du textile. Réfléchissez à l'endroit où vous mettez vos textiles chez vous. Tout le monde pense que c'est dans une armoire, mais c'est faux. En fait, il y en a partout dans la maison. Et ça, on avait fait mener, donc c'est une opération qu'on a menée avec l'ADEME qui s'appelle Oser changer, mais on l'a étendue à d'autres secteurs, à d'autres types. Et alors, il y a un très bon exemple de ça aussi, c'est vos téléphones portables, vos chargeurs. En fait, on retrouve chez les gens des chargeurs dans tous les coins de la maison, dans des tiroirs, dans des caisses, dans des garages, dans des greniers, dans des sacs qui sont restés pendant des mois, dans l'idée qu'on va les emmener à la déchetterie. En fait, on a une organisation domestique qui est terrible et qui, en fait, disperse, même fragmente le gisement dans le domicile. Donc, quand je dis qu'on a beaucoup aussi de choses à faire et à explorer, c'est un grand chantier, c'est un vaste chantier, en fait, qui peut s'étendre à plein d'autres catégories de produits. Que ce soit l'appareil à raclette qui est en train de... L'appareil à raclette, tous ces trucs-là. Voilà. Alors oui, on a une doctorante qui travaille sur ça, donc on a appelé ça donc le matériel dormant, donc le produit dormant. Et dans le textile, il y a un statut particulier qui est le statut, et ça vous le connaissez tous, du au cas où. Ça pourrait servir, je pourrais le donner à ma voisine, je pourrais le donner à maman, j'aurais un enfant, blablabla. Voilà. C'est toutes les justifications qu'on va trouver pour pouvoir justifier de l'existence de cet objet dans notre domicile. Mais je pense que, pour finir sur les propos de Maude, je pense que ça, c'est vraiment des sujets de recherche
On n'a pas assez envahi ce sujet. Il faut vraiment rentrer chez les gens. Et là, le travail auquel Maud a contribué, c'était de travailler de façon longitudinale sur ce qu'avaient les gens. Mais c'est un travail titanesque qui a pu être pris en charge par l'ADEME, mais ça révèle des choses insoupçonnées. Enfin, entre aussi ce que pensent avoir les gens et ce qu'ils ont, c'est... Si je vous dis combien vous avez de vêtements et qu'on aille chez vous et on va voir une différence de 1 à 3. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Même, regardez, on va passer à la collection, j'espère, à un moment donné, printemps-été. Enfin, vu le temps, on a même déjà du mal à savoir, on a quoi sur la saison printemps-été? Est-ce que j'ai bien 1 ou 2 pantalons? Et si vous allez maintenant en ville, vous allez peut-être acheter quelque chose que vous avez déjà, parce qu'en fait, c'est impossible à se souvenir. Donc c'est tout ce travail-là à faire. Et juste pour vous le dire avant d'oublier, après il y aura un pot d'ailleurs, donc restez, vous échappez pas, et on pourra en parler aussi après tranquillement, voilà, sur tous ces sujets. Merci. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la réparation, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Juste rajouter qu'il y a une dégradation du gisement textile et de la qualité des textiles de manière générale, qui fait que réparer, ce n'est pas évident, parce qu'il y a des vêtements qu'on ne sait pas réparer, tout simplement parce qu'ils sont faits dans des matières qu'on ne sait pas réparer, et j'entends réparer, et puis portable. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui peuvent mettre des patchwork et machin, mais je vous parle de quelque chose de vraiment fonctionnel pour la plupart des gens. Moi, je travaille avec beaucoup de designers qui font ça, donc je vois bien. Mais donc, il y a des vêtements qui ne sont pas réparables, il y a des vêtements qui sont en des fibres qui ne tiennent pas, donc vous allez faire une réparation. Partant du principe que vous n'êtes pas un professionnel et que vous ne faites pas ça depuis longtemps, vous allez mal réparer, ça va se recasser. Il y a vraiment cette question de la baisse de qualité du textile qui est importante à prendre en compte dans la difficulté de faire des réparations. Il y a des textiles, ça ne vaut pas le coup, et donc ne vaut pas le coup dans le sens pécunier, ça ne vaut pas le coup de les réparer. Ok, est-ce qu'il y a une dernière action de la salle? Et sinon, je vais vous laisser le mot de la fin. Oui, en tout cas, merci encore beaucoup à vous 4 pour cette très riche table ronde. Merci. Bon, merci en tout cas pour ces contributions, pour ces 2 tables rondes qui, pour le coup, nous forcent un peu au grand écart entre, je ne sais pas, le monde bâti, le monde des objets de la ville, ces grandes échelles et l'échelle du vêtement ou du textile. Ce n'est pas un rapport parfaitement simple à établir, même si ça a déjà eu lieu. Quand même, il y a un architecte moderne qui a fait un texte assez célèbre d'analogie entre le vêtement et l'architecture. C'était Adolf Loos, mais en l'occurrence, ce n'est plus du tout le cas. Alors, j'ai retenu que... Alors, je vais essayer quand même une synthèse plutôt en forme de question. La première phrase qui m'a marqué et qui m'a un peu hanté pendant toute l'après-midi, c'est celle d'Emmanuel Ledoux qui a dit « L'enjeu économique supplante l'enjeu environnemental ». Et j'ai l'impression que finalement, au travers des 2 tables rondes, on n'a fait que parler de cela. Et je trouve que c'est déjà quelque chose qu'il faudra essayer de comprendre. Je ne sais pas si c'est une vraiment bonne nouvelle. Mais en fait, quand on lit l'actualité, on ne parle plus que de ça. Et de l'économie, l'environnement par l'économie. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui me laisse, en tout cas, penseur. Mais peut-être qu'on peut quand même trouver, en continuant, la réflexion des liens entre les 2 tables rondes. Et peut-être sur la question de l'échelle ou de l'échelle domestique. Juste une petite anecdote. En fait, je suis architecte au départ, donc je parle d'un point de vue d'architecte, de l'école d'architecture. Et dans cette école, on avait fait un concours international qui s'appelait Solar Décathlon. On avait produit, les étudiants avaient produit avec leurs enseignants une maison, un prototype de réhabilitation d'une petite maison 1930. C'était une aventure un peu conséquente.
ça avait coûté quelques centaines de milliers d'euros parce qu'il avait fallu ensuite l'amener jusqu'à Budapest. C'était pas forcément très circulaire comme principe, mais le prototype était quand même plutôt intéressant et on avait essayé d'associer évidemment les partenaires du monde de la construction et notamment on va dire une petite major ou une grosse major régionale ou une petite major qui étaient intéressés pour nous accompagner au début sur le projet parce qu'eux étaient intéressés par ce type de recherche-développement, on va dire. Et puis, au bout d'un moment, en fait, les étudiants, avec les designers notamment, ont petit à petit poussé le projet, mais plutôt dans le sens de l'autoconstruction. Et ce qui était important, c'était finalement que le projet puisse se faire à l'échelle domestique par les habitants et plus forcément par l'entreprise. Et là, l'entreprise, elle a dit, finalement, c'est plus notre intérêt de vous soutenir. Et elle a dit, on va arrêter le partenariat avec vous. Et là, je me suis dit, quand même, il y a un enjeu, quand même, là, à l'échelle de l'individu, qui est assez intéressant. Et est-ce qu'il n'y a pas, finalement, dans le principe d'économie circulaire, quelque chose qui est induit à cette échelle de l'individu? Est-ce que finalement, elle ne marche pas principalement à l'échelle de l'individu? Enfin, c'est une question, ça ne devrait pas. En tout cas, vous essayez de travailler à des échelles urbaines, et c'est bien un enjeu. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression, dans ce que j'ai entendu, que peut-être à la fois dans le textile et à la fois à l'échelle des bâtiments, en tout cas, c'est à des échelles plus domestiques que la circularité pourra peut-être mieux s'exercer ou plus facilement s'exercer ou commencer à s'exercer par cette échelle-là. Je pense que, par exemple, les grandes majors de construction, parce qu'en France seulement, ça se résout à cette échelle-là. Les majors de construction ont vraiment un vrai problème à penser la circularité. Et je pense que, en l'occurrence, par exemple, dans le réemploi, on en discutait, c'est finalement très fragmentaire sur quelques petits objets de l'architecture ou du bâtiment qu'on arrive à fabriquer un réemploi. Sinon, il faut recycler. Et là, on rentre dans d'autres circuits avec d'autres besoins en énergie. Bon, je me risque, c'est vraiment une construction dans le temps de l'après-midi, mais je pense que quand même il y a quelque chose à cette échelle-là, à l'échelle domestique, qui est peut-être la première échelle où peut s'exercer finalement la circularité. Et puis la deuxième chose, c'était, ça m'est venu pendant votre discussion par rapport au modèle économique, et vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Il faut arrêter de penser le consommateur comme un consommateur linéaire dans le processus d'économie circulaire. Et je me suis juste amusé à changer le mot consommateur et à mettre habitant. Il faudrait arrêter de penser l'habitant comme un habitant linéaire, c'est-à-dire au bout de la chaîne, dans le processus d'économie circulaire. Et je pense que là, il y a un vrai rapprochement, et je trouvais que c'était très intéressant, cette approche-là, une approche économique, en l'occurrence. Bon, c'est une hypothèse, une première hypothèse, mais ça ne nous exonère pas, évidemment, de penser à d'autres échelles, à la grande échelle, aux enjeux, évidemment, métropolitains. Et là, ce qu'on apprend, évidemment, c'est que la responsabilité du BTP dans le volume, j'ai bien compris la leçon, dans le volume des déchets est terrifiante, que tous nos étudiants architectes vont devoir affronter cette question des 76% à peu près du volume des déchets par rapport aux biens ménagers. Mais j'ai bien compris aussi que finalement, ce n'était pas forcément les déchets les plus compliqués à
circularisé d'une certaine manière. Bon, à voir quand même. Mais je trouve que l'étendue des problématiques, à l'échelle du vêtement comme à l'échelle du bâtiment, sont assez lourdes de conséquences. Voilà ce que j'essayais de cogiter à partir de vos réflexions. Mais peut-être Marc a de meilleures idées. Merci François. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette journée. La seule idée que je pourrais ajouter peut-être, c'est d'abord, je suis assez frappé par l'enjeu de connaissance au fond, parce que c'est aussi un enjeu de connaissance qui a traversé autant les grandes échelles que les toutes petites échelles. On voit bien qu'il y a des gisements colossaux de recherche à tous les niveaux, comprendre ce qui se passe chez soi et cette économie domestique possible, les gisements d'économie circulaire au sein même de l'habitat. Et autant qu'à l'échelle territoriale, je trouve que là, il y a encore de très très larges défis pour la science, la recherche, et par ailleurs aussi en termes de modèles d'organisation. Je pense que les impacts territoriaux, on en est encore très loin d'avoir cerné tous les impacts territoriaux que tous les modèles et tous les enjeux et sujets qu'on a pu évoquer cet après-midi auront. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants et j'espère que ces échanges vous auront donné l'envie de poursuivre sur ces sujets de façon pluridisciplinaire. On a évoqué aussi l'enjeu de travailler de façon pluridisciplinaire. En tout cas, nous, on essaiera de porter un peu ces sujets au champ de la chaire, de mettre en connexion, de stimuler, accompagner les parties prenantes du territoire, qu'ils soient académiques, chercheurs, du côté du monde de la recherche, pardon, ou même des formations pour essayer de développer aussi des formes de progression, et on voit bien que les marges de progression sont importantes sur tous ces sujets. Donc je n'ajoute pas davantage. François, merci beaucoup de cette synthèse, et merci encore une fois à chacune et chacun pour votre participation, et à Victoria Saxé et à Patrick Philippe pour toute l'organisation, aux côtés d'Anthony pour la prise de son et de vidéo de cette journée qui sera disponible certainement sous un certain délai, mais sur le site de la chaire Métroforum. Merci beaucoup, et au plaisir peut-être de poursuivre l'échange dans le cadre d'un verre convivial. Merci. Bonne fin de journée.